Et c'est un variant qui a été détecté sur une seconde série qu'ils ont fait tester. Alors, le fait qu'il soit plus mortel, on ne peut pas à proprement parler de mortalité ou de létalité pour l'instant, mais on sait que ce variant-là, il est plus transmissible. Il est 70%. Il est plus violent. Plus transmissible. Okay. Et on le connaît depuis, il date d'octobre 2020. Hein. La première souche a été isolée en octobre 2020 sur des prélèvements effectués un mois auparavant, donc on va septembre. Alors le problème, c'est que puisqu'il est beaucoup plus transmissible, donc il va augmenter le nombre de personnes qui vont être malades. Et on sait que proportionnellement, si on augmente le nombre de patients, on augmente en valeur absolue le nombre de cas graves, donc le nombre de décès. Donc la mortalité, on parle plutôt en médecine de morbidité, donc il va être à l'origine d'une mort. Qu'est-ce que nous risquons concrètement au Sénégal? Ce que nous risquons, c'est une augmentation de la propagation, parce qu'il va être beaucoup plus transmissible. Il est beaucoup plus transmissible, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'il modifie, le fait qu'il soit un variant, est-ce qu'il modifie ces autres aspects qui vont avoir un impact négatif sur la santé? Ça veut dire que est-ce que il va être beaucoup plus virulent? Est-ce qu'il va être plus difficile à détecter? Est-ce qu'il va être beaucoup plus difficile à prévenir? Ça, on n'a pas encore ces réponses-là, mais on sait qu'il est beaucoup plus transmissible. Donc, l'apparition de ce nouveau variant peut être à l'origine, quelque part, du fort taux de létalité, si on peut... En fait, les pandémies ne sont pas gérées en termes de... La létalité, elle ne bouge pas. Elle est de 1 à 2% en fonction des endroits, en fonction des moments. Le problème, c'est la valeur relative. Le problème, c'est la valeur absolue. Parce que 1,2% de 100, c'est différent de 1,2% de 100 000. Donc, c'est ça la valeur absolue. Donc, la létalité peut ne pas augmenter, mais la mortalité va augmenter, le nombre de décès va augmenter parce que la valeur absolue des gens qui vont être malades va augmenter. Donc ça, c'est de cette manière-là qu'on peut expliquer, ou en tout cas tenir compte du fait qu'il soit beaucoup plus transmissible. Mais je pense qu'il faut aussi définir la notion de variant, parce qu'il faut que les gens sachent. Il nous faut la carte d'identité. Voilà, il faut savoir c'est quoi un variant. Exactement. En fait, les virus, surtout les virus à ARN, donc ce type de virus-là, leur particularité, c'est qu'ils mutent beaucoup. Donc une mutation, c'est lorsqu'il pénètre dans nos cellules, il se multiplie en se copiant. Le virus, il se multiplie en copiant son propre matériel génétique. Et lors de ce processus de photocopiage, il y a des erreurs qui vont survenir. D'accord? Et ce sont ces erreurs-là qu'on appelle une mutation. Donc, et ces erreurs-là vont donner naissance à un virus dont le matériel génétique va être légèrement différent du virus précédent. Et c'est ce virus-là qui comporte ces erreurs-là qu'on appelle un variant. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que le Sénégal doit s'adapter, doit avoir une nouvelle stratégie de lutte? Alors, pas foncièrement, mais de toute façon, je pense que la pandémie, elle est dynamique. Donc, on ne peut pas rester statique, figé, pour gérer quelque chose de dynamique. La stratégie, elle doit évoluer. Mais je pense qu'à la base aussi, les pandémies, il faut comprendre leur dynamique pour pouvoir les gérer. Et pour moi, il y a deux notions qui sont importantes. C'est la notion, parce que si on ne fait pas la différence entre ces deux notions-là, on va se tromper d'objectif. Or là, il ne faut pas se tromper d'objectif. La première notion, c'est la notion d'afflux massif, parce qu'on a tendance à les confondre. Un afflux massif de patients, c'est quand plusieurs personnes vont être malades et vont arriver en même temps dans une structure. D'accord? Ça peut ne pas être grave, ou en tout cas difficile à gérer si on a de l'organisation prévue derrière, si on a de la réserve, si on peut rappeler des renforts. Généralement, on gère cette situation-là facilement. Le problème des pandémies, c'est que ça n'entraîne pas ce type d'afflux, mais plutôt ce qu'on appelle un afflux saturant. D'accord? L'afflux saturant, il va se comporter comme si vous mettez quelque chose dans un entonnoir. D'accord? Et ce n'est pas le fait que tout le monde va venir en même temps, c'est que beaucoup de personnes vont venir de façon continue et que ceux qui vont sortir de la chaîne vont mettre du temps à sortir de la chaîne.
Ce qui fait que le reste qui est en amont va perdre des chances de survie. Donc, un afflux saturant va entraîner une perte de chances de survie de ceux qui sont en amont de la chaîne. Si vous regardez les communiqués, on a rarement atteint les 60%, les 60 patients en réa. Pourtant, parfois, on a 10, 13 décès par jour. Et vous vous rappelez, il y a le professeur B qui avait insisté sur le nombre de cas sévères en amont. Et c'est eux qui vont perdre la chance de survie et qui vont décéder avant même d'arriver en réa. Donc, cette notion de flux saturant entraîne une perte de chance. Donc, ça concerne toute une chaîne. Et cette chaîne-là, elle va de la réa en remontant au niveau des CTE, puis en remontant au niveau de ceux qui sont à domicile, et en remontant jusqu'à ceux qui vont prendre du temps pour consulter. Parce qu'on a constaté qu'au début de la pandémie, les gens ils venaient consulter entre le premier et le troisième jour. Sur la deuxième vague, le curseur s'est déplacé, ils viennent consulter entre le 7e et le 8e jour. Donc ils mettent beaucoup de temps à consulter. Donc ces deux notions-là sont importantes pour comprendre la dynamique d'une pandémie. Donc on ne peut pas, du fait que la létalité elle est faible, on ne peut pas se battre pour soigner les gens. On doit se battre pour les empêcher d'être malades. Donc c'est un amont. D'accord. Mais est-ce qu'au rythme, si on regarde un peu le rythme d'évolution de la maladie, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre? Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une saturation de nos structures sanitaires? C'est ça le problème des pandémies. Est-ce qu'on n'est même pas encore, est-ce qu'on n'est pas dans une situation? C'est ça. En fait, la saturation va faire que tout ce qui va être en amont va constituer une perte, vont avoir une perte de chance de survie. Et il n'y a aucune structure ou aucun hôpital ou aucun système de santé au monde qui peut soutenir un flux saturant. Vous pouvez avoir le nombre de lits ou de réanimateurs que vous voulez. Si ceux qui viennent en réa, vous n'avez pas le temps de les voir ou de les recevoir, ou même si vous mettez du temps à les recevoir, ils vont perdre leur chance de survie. Donc ils vont s'aggraver avant qu'ils n'arrivent chez vous. Donc c'est pour ça que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, partout, dès que le flux est saturant, vous êtes débordé. Saturé, ça veut dire que vous ne pouvez pas. Vous avez un entonnoir, s'il y a 2 qui sortent et que vous en mettez 10 en haut, vous courez derrière. Et ça va alors comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui le dispositif, la situation actuelle du Sénégal? Est-ce que nous avons perdu le contrôle ou bien est-ce que c'est encore dans nos cordes? Non, je pense qu'on n'a pas perdu le contrôle parce que c'est vrai qu'on a, les chiffres montent, le nombre de décès aussi augmente, mais on n'est pas dans les mêmes proportions que d'autres types de populations, que d'autres pays. Donc, on a encore le temps de jouer sur les leviers sur lesquels on peut, notamment au niveau communautaire, dans les populations, arriver pas à convaincre, mais à faire comprendre aux gens où est-ce que le problème se situe. Quelle est la part de responsabilité de chacun pour qu'il n'intègre pas ou qu'il ne rentre pas dans cette chaîne-là de santé qu'il va aller saturer lui-même. Donc c'est ça. Et de l'autre côté aussi, je pense que les autorités gagneraient également à communiquer d'une façon qui fait que chacun comprenne concrètement tous les jours quel est l'impact de ce qu'il fait pour qu'il ne tombe pas malade ou pour que quelqu'un d'autre ne tombe pas malade. Ça n'a pas été suffisamment fait? C'est pas, sur le terrain, c'est pas ce qu'on sent parce que les gens ont l'impression que d'abord, ça n'arrive qu'aux autres. Ensuite, de toute façon, la proportion des gens qui sont malades ou qui meurent, ils ne se sentent pas dans cette proportion-là. Donc, ils ne sentent pas les responsabilités dans cette chaîne-là. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Maintenant, après, il y a 3 catégories de population. Il y en a qui vont comprendre et accepter les choses telles quelles et respecter les consignes, notamment les mesures barrières. Il y en a qui vont comprendre, qui refusent. Là, c'est à l'État de les forcer, de les obliger à s'appuyer davantage sur le le levier communautaire. Et ceux qui ne comprennent pas, qui refusent, il faut les convaincre. Et ça, c'est que par la communication, pas par l'information uniquement. Parce que l'information, elle est brute. Si elle n'est pas filtrée, si elle n'est pas digeste, les gens ne comprendront pas. Donc, c'est là que se situe notre problème. Mais je pense que c'est encore dans nos cordes. Si on arrive à faire respecter surtout les mesures barrières qui n'ont pas changé depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ni les gestes barrières,
ni les autres mesures, comme le couvre-feu, n'arrivent pas à donner les résultats escomptés par rapport à rompre la chaîne de propagation du virus. Est-ce que finalement ces mesures ont un effet direct? Je vais revenir encore un peu sur la dynamique des pandémies. Les pandémies, si elles ne disparaissent pas, elles vont devenir endémiques, donc elles vont rester. Mais si elles disparaissent, elles n'ont que deux voies. Il n'y a que deux possibilités pour qu'une pandémie disparaisse. Soit elle disparaît d'elle-même, soit on trouve une solution. Soit les populations trouvent une solution. Si elle disparaît d'elle-même, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité, où il mute de façon à ce qu'il perde toute virulence et tout, il disparaît. Ou il infecte suffisamment de personnes, c'est l'immunité collective, autour de 60%, mais ça on ne connaît pas le coût en termes de mortalité pour disparaître. Ça c'est d'un côté, ça c'est quelque chose, si on laisse, on ne fait rien. Maintenant, si on décide d'agir et de faire arrêter la pandémie pareil, on a soit on isole ceux qui sont malades ou on protège ceux qui ne sont pas malades. C'est tout ce qui va être confinement, voilà, couvre-feu et tout ça. On change de mode de vie ou d'environnement, c'est les mesures barrières, c'est la distanciation, le port du masque, le lavage des mains. Soit on vaccine. Maintenant, dans cette palette-là, il faut qu'on choisisse, soit on utilise un type d'action, soit on combine les trois. Ce qui marche le mieux, c'est qu'on combine les trois. Parce que quand on regarde la courbe d'évolution de la pandémie au Sénégal, on voit que sur la première phase, le nombre de patients contaminés par un malade était monté jusqu'à 8 à peu près. Et quand on a mis le couvre-feu, les restrictions au niveau de la courbe, elle a chuté jusqu'à à peu près 2. Puis elle est remontée un tout petit peu, ensuite elle a baissé. Donc là, ça veut dire que lorsqu'on a mis en place les trois mesures en même temps, enfin les deux, parce qu'il n'y a pas encore la vaccination, il y avait un impact qui était visible. Chuté. Là, sur la deuxième vague, ce taux-là, on appelle ça le taux de contamination de base, c'est le nombre de personnes contaminées par un malade, et au-dessus de 1, quand c'est au-dessus de 1, le virus il se propage, la maladie se propage. Quand c'est en dessous, ça s'arrête. Et là, pour l'instant, on ne voit pas l'impact du deuxième couvre-feu, parce qu'il n'est pas intégré dans une stratégie globale qui fait que la circulation du virus va être stoppée, ou en tout cas ralentie au maximum. Donc il faut forcément se vacciner. Alors est-ce qu'il faut se vacciner finalement? Alors, il faut combiner. L'idéal, c'est de combiner les trois. C'est ce que certains pays ont fait et qui commencent à faire chuter. Sauf que les trois ont un coût, surtout du point de vue économique et sociologique. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un dilemme. C'est comme avoir une chaise à trois pieds. C'est difficile de s'asseoir dessus. Il y a un impératif sanitaire, il y a un impératif économique et un impératif sécuritaire parfois qui vient se greffer dessus. Tout est urgence. Voilà. Maintenant, le problème, c'est d'avoir un équilibre entre ces trois impératifs-là. Mais le plus important, c'est quel est l'impératif qui est à la base des deux autres. C'est l'impératif sanitaire. Si on ne gère pas l'impératif sanitaire, on va courir derrière un impératif économique qu'on ne pourra pas gérer. On va aboutir à un impératif sécuritaire qu'on ne va pas pouvoir gérer. Et si cet impératif sanitaire débouche sur une crise économique, ou bien même si d'autres aussi risquent de mourir par d'autres pathologies, parce que le Covid aussi a trouvé ici d'autres pathologies, est-ce que cela aussi ne crée pas un cocktail difficile à gérer par le gouvernement? C'est pour ça que les arbitrages doivent se faire de sorte que, même s'il y a un impact, même si l'impact est important et violent, il ne faut pas que ça traîne dans la durée. Donc je préfère souffrir sur un laps de temps court que de souffrir moyennement sur un long temps. Donc la vaccination est un impératif. Oui, si on doit compléter les trois mesures qui font que par l'action de l'homme on arrête une pandémie, oui. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on ne va pas courir pour soigner les gens, on n'en a pas les moyens, on n'en a pas les capacités et personne n'en a de toute façon. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'éviter que les gens ne tombent malades, donc c'est arrêter la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, soit elle se fait spontanément, mais ça a un coût en termes de mortalité, soit elle se fait de façon artificielle, en complétant les mesures restrictives, les changements
de mode de vie et d'environnement par une vaccination. C'est logique. Là, je reviens un peu à la sensibilisation. Si l'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui doutent encore même de ce vaccin-là, ce qui installe d'ailleurs une polémique. Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que ce sera facile, d'abord, primo, de vacciner quelqu'un qui a du mal à croire à cette maladie? Qui est dans le déni. Oui, en fait, je pense qu'il y a une grande proportion. Alors, il y a les extrêmes. Hein. Moi, j'aime pas trop les extrêmes. Il y a ceux qui sont anti-vaccins, qui ne croient pas à la maladie, et il y a ceux qui sont voilà. Les extrêmes ne marchent pas. Les gens, la grande majorité qui sont au milieu, ceux qui ne sont pas réellement convaincus, mais ils ne sont pas totalement réticents. Parce qu'il leur manque quelque chose. Ce qui leur manque, c'est l'information. C'est qu'on ne les prenne pas pour des enfants ou alors à des gens à qui on va imposer des choses. Ils ont besoin de comprendre. Donc, il faut leur expliquer. Maintenant, il faut leur expliquer dans un langage qu'ils comprennent. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont soit simplement pas fait d'études médicales. Moi, si je monte dans un pilote d'avion, c'est moi l'analphabète. Si je soigne le pilote d'avion, c'est lui l'analphabète. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est juste qu'il n'a pas fait d'études médicales. Donc, il faut leur expliquer dans un langage simple et ensuite voir pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner, pourquoi ils ne croient pas au vaccin, quelles sont les questions qui reviennent et qui font qu'ils vont être réticents au vaccin. Les questions qui reviennent, c'est d'abord, est-ce que ça va modifier nos gènes? Parce que le problème des vaccins anti-Covid, on revient toujours à cette histoire d'ARN, messenger, tout ça. Les gens, ils ne parlent que de ça. Parce qu'il y a des scientifiques aussi qui disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner, qu'ils n'acceptent pas. Est-ce que aussi il y a des éléments scientifiques aujourd'hui qui peuvent expliquer cette réticence? Alors, la réticence, pour moi, elle ne doit pas être sur la vaccination, sur l'intérêt de la vaccination ou sur la sécurité de la vaccination. La réticence, elle peut être sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance, les signes qui peuvent apparaître et qu'on n'a pas vu lors des essais cliniques des vaccins. Les effets secondaires. Maintenant, il faut aussi, je pense que le mieux, c'est qu'on explique aux gens c'est quoi un vaccin, c'est quoi le principe d'abord de la vaccination à la COVID-19. Ensuite, c'est quoi un vaccin à ARN. Pour avoir peur de quelque chose, ou ne pas en avoir peur, il faut déjà comprendre ce que c'est. Le principe des vaccins anti-Covid, c'est que le virus, il a sur sa surface une protéine qu'on appelle une protéine S. Spicule parce que c'est sa forme. Et c'est ça qui permet à la cellule d'ouvrir nos cellules et de pénétrer dedans. Donc le principe des vaccins, c'est de s'attaquer à cette protéine-là et de déclencher chez la personne qui va être vaccinée la réaction immunitaire pour s'attaquer à cette protéine-là. Mais avant, il faut qu'il la reconnaisse, cette protéine-là. Donc, il y a tous les vaccins vont avoir ce principe-là. Maintenant, il y a le groupe qui utilise les anciennes techniques, c'est-à-dire prendre un virus, le rendre inoffensif et tout ça, l'injecter, et l'organisme va le reconnaître comme étranger, l'attaquer, le détruire, prendre les informations et les garder. D'accord? Fabriquer les anticorps contre et attendre. Dès que le virus sera là, il est reconnu, il est attaqué tout de suite et détruit. Il y a l'autre partie qui vont utiliser une partie du virus. Maintenant, les nouvelles technologies, ce qu'elles utilisent, c'est que dans notre organisme, je pense que c'est ça qui inquiète aussi les gens, dans notre organisme, tout ce qui se fait, tout ce qui se fabrique, comment on lutte contre les maladies et tout ça, c'est écrit on va dire dans un livre. D'accord ? Et ce livre, il a à peu près 46 pages. Les 23 qui viennent de notre mère, les 23 qui viennent de notre père. Et ça, c'est écrit dans un langage qui est codé. Ça s'appelle l'ADN. Alors, les termes aussi, il ne faut pas qu'on bourre les gens. Le jargon technique, oui. Voilà, les jargons techniques. ADN, c'est des sucres. C'est des sucres qui sont rangés de sorte à former un code. Et du moment où ça gère tout notre organisme, ce code, il ne doit pas être violé. On ne doit pas pouvoir le lire facilement. Donc, tout ce qui se fait dans notre organisme est écrit sous forme de ce code-là, en ADN. Maintenant, ce livre-là, c'est simplement des recettes. Si vous voulez fabriquer une dent, vous avez la recette dedans. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas médecin, mais je pense que les médecins et autres docteurs là doivent avoir également un discours facile à comprendre. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez fabriquer un globule rouge, si vous voulez fabriquer un anticorps, vous allez dans le livre, vous prenez la recette.
Maintenant, puisque c'est codé, il va falloir le décoder. Et l'ARN, justement, c'est une recette qu'on prend, on prend la recette, on la décode, donc ça devient un ARN, un autre type de sucre, on déplace juste quelque chose, d'accord? ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, ADN. Et l'ARN, c'est acide ribonucléique. Donc, vous voyez qu'on a juste modifié quelque chose. Et donc, on le décode en un langage que l'usine qui va fabriquer la protéine peut comprendre. Oui, alors le délai aussi, le délai, ça pose problème, ça fait débat. C'est un vaccin qui a été conçu en un temps record. Est-ce que ça aussi c'est un argument qu'on peut mettre sur la table? Non, pour fabriquer soit un médicament ou un vaccin, il y a des délais qui sont compressibles, il y a des délais qui ne sont pas compressibles. Et il y a deux parties. Il y a une première partie d'abord où les comités d'éthique des pays, les comités de protection des personnes étudient d'abord le dossier, le projet même de fabrication du vaccin. S'ils voient que ce n'est pas éthique, s'ils voient qu'il y a un souci, ça n'arrive même pas au labo. Ensuite, ça, c'est des délais qui sont courts, à peu près une 60aine de jours en fonction des pays. Ensuite, il y a le délai qui est à la fin, qui est l'autorisation de mise sur le marché, qui est aussi un délai pas long, une 60aine de jours en fonction des pays, 3 mois, parfois 6 mois, en fonction des pays. Maintenant, ce qui est au milieu, c'est les essais cliniques. Alors, les essais cliniques, c'est lié au fait que plus vous avez... Parce qu'avant la pandémie, il y avait quelques équipes, en fonction des vaccins qu'on fabriquait ou qu'on cherchait, il y avait quelques équipes au sein de quelques labos qui travaillaient sur quelques vaccins. Avec la pandémie, quasiment toutes les équipes, de quasiment tous les labos, de quasiment tous les pays, se sont mis dessus. Ensuite, il y a eu un afflux d'argent et de capitaux pour qu'ils aillent vite. Et ça, c'est normal. Donc, ça explique le délai. Et maintenant, ce qui est important, c'est que est-ce que les essais cliniques ont respecté ce qui se fait en termes de vaccination? Les essais cliniques et les effets secondaires, la surveillance des effets secondaires, surtout au niveau de la 3e phase, normalement, c'est à peu près en 30 et 45 jours. C'est-à-dire que c'est le délai qu'on donne au vaccin pour voir est-ce qu'il y aura apparition des effets secondaires graves. En fonction des pays, ce délai-là a été rallongé jusqu'à 60 jours pour être sûr qu'on est au-delà des 45 jours. Donc, en termes de délai, c'est raisonnable. Mais est-ce que les différents candidats vaccins ont pris en compte ce nouveau variant? Parce que là aussi, ça peut poser une petite inquiétude quelque part. Alors, la nature même de ce type de virus-là, c'est de muter et d'avoir des variants. D'accord? Maintenant, on fabrique le vaccin sur un principe. Et le principe, c'est que, est-ce que le fait qu'on ait des variants, est-ce que ça va modifier sur le principe de base duquel on est parti, notamment la lutte contre ou la destruction de cette protéine S-là? Tant que le variant garde cette configuration et garde cette protéine-là pour pénétrer dans nos cellules, les vaccins vont être efficaces. Maintenant, on va voir est-ce que le fait qu'il y ait plus de variants va faire qu'ils vont être résistants, ou en tout cas le vaccin sera moins efficace. À un moment, si le vaccin est moins efficace, ils vont l'arrêter. Maintenant, l'autre question qui va se poser, est-ce qu'il faut repartir sur d'autres essais cliniques pour valider encore un... Est-ce qu'il le faut? La dernière question. Est-ce qu'il faut forcément? En principe, oui. En principe, oui. S'il modifie foncièrement et qu'on doit repartir sur un autre type de vaccin, oui. Mais l'avantage des vaccins avec les nouvelles technologies, c'est qu'on ne repart pas sur les cultures. On repart en labo, on refait un séquençage, comme ce qu'ils ont fait pour découvrir et on modifie la nouvelle recette qu'on a trouvée sur le nouveau variant pour l'adapter. Merci, docteur. C'est simplement ça. Merci.